La pauvre femme de ménage a recueilli une petite fille perdue chez elle, sans savoir qu'elle était la fille du gouverneur millionnaire. Sandrine Marchand, 32 ans, habitait depuis toujours dans un quartier modeste du nord de Marseille, un lieu fait de ruelles étroites, de immeubles anciens et de volets toujours mi-clos. Les habitants s'y connaissaient de vue, parfois de nom, et rares étaient ceux qui ne saluaient pas Sandrine lorsqu'elle passait, chargée de ses sacs, ses chaussures humides et son manteau toujours trop fin pour les jours de Mistral. Elle vivait seule, dans un petit appartement au 4e étage sans ascenseur, qu'elle entretenait avec un soin méthodique malgré les murs défraîchis et les canalisations capricieuses. Chaque matin, avant même que le ciel ne s'éclaircisse complètement, elle quittait son domicile pour se rendre à l'hôpital public Saint-Joseph où elle travaillait comme femme de ménage. Ce n'était pas un métier dont elle rêvait enfant, mais elle y mettait du cœur. Les couloirs froids, l'odeur persistante de désinfectants, les regards furtifs des médecins et le silence résigné des patients, tout cela faisait partie de son quotidien depuis presque 8 ans. Elle connaissait les recoins de l'hôpital mieux que certains internes, et bien qu'invisible pour la plupart, elle était celle qui gardait les lieux propres, jour après jour. Malgré les horaires épuisants et une paye à peine suffisante pour couvrir le loyer, les factures et quelques courses, Sandrine restait une femme droite. Elle aidait souvent ses voisins plus âgés, portait les sacs de courses de Madame Dufresne, une veuve du 3e, ou allait chercher les médicaments de Monsieur Karim, immobilisé par une hanche récalcitrante. Elle ne se plaignait jamais, mais rêvait en silence d'une vie un peu plus douce, où elle pourrait s'asseoir sur un balcon avec un thé chaud et regarder le monde sans penser à demain. Ce soir-là, en rentrant du travail, les nuages s'étaient accumulés rapidement sur la ville, déversant une pluie fine mais constante qui rendait chaque pas plus lourd. Sandrine tenait son sac contre sa poitrine, pressant le pas sous l'éclairage jaune des réverbères, ses cheveux déjà trempés sous le capuchon de fortune de son manteau. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques voitures pressées et d'un livreur en retard. Elle contourna la place de la Joliette et descendit vers la station de métro la plus proche, habituée à ce chemin qu'elle pouvait parcourir les yeux fermés. Mais alors qu'elle passait devant l'entrée du métro Désiré-Clary, quelque chose troubla le rythme régulier de ses pas. Une silhouette, frêle et immobile, se tenait assise sur le trottoir mouillé, juste à côté du panneau de signalisation. Au début, Sandrine crut qu'il s'agissait d'un adolescent désorienté ou d'un sans-abri. Mais en s'approchant, elle vit qu'il s'agissait d'une petite fille, pas plus de 6 ou 7 ans, les cheveux collés par la pluie, le visage pâle, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle ralentit, troublée, jetant un regard autour d'elle. Personne. Aucun adulte à proximité, aucun signe qu'on l'attendait. Elle s'agenouilla lentement, ignorant le froid qui s'infiltrait dans ses vêtements. « Bonjour. Tu es perdue ? Où sont tes parents ?» La fillette ne répondit pas. Elle leva les yeux, immenses et sombres, et les planta dans ceux de Sandrine avec une intensité étrange, presque douloureuse. Son menton tremblait, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle ne pleurait pas. Elle semblait figée, comme si elle avait attendu là depuis longtemps, sous la pluie, sans même penser à s'abriter. Sandrine regarda de nouveau autour d'elle, inquiète. Une part d'elle hésitait à intervenir, et si les parents étaient juste à quelques pas dans un magasin ou un bâtiment voisin, mais rien, pas un cri, pas un signe. Elle tenta encore. « Tu as un nom ? Tu veux qu'on aille chercher de l'aide ?» Toujours pas de réponse. Juste ce regard. Une profondeur muette, comme un appel silencieux que Sandrine n'arrivait pas à ignorer. Elle se releva, tira doucement la manche de la fillette. « Viens, tu ne peux pas rester ici comme ça. On va aller chez moi. Juste pour cette nuit, d'accord ?» La fillette ne protesta pas. Elle se leva avec lenteur, tremblante, et glissa sa petite main dans celle de Sandrine, comme si ce simple geste était attendu depuis des heures. Ensemble, elles prirent le chemin du retour, Sandrine jetant des regards nerveux derrière elle, déjà consciente qu'elle venait de franchir une limite, mais incapable d'abandonner cet enfant à son sort. En montant les marches vers son immeuble, elle sentit le poids de la responsabilité s'alourdir à chaque palier. Elle ne savait rien de cet enfant, ni son nom, ni son histoire, ni ce qu'elle fuyait. Mais une chose était certaine, ce soir-là, sa routine silencieuse venait de s'effondrer. Sandrine n'aurait su l'expliquer, mais une sensation étrange lui serrait le cœur. Comme si, derrière les silences de cet enfant trempé, se cachait quelque chose de bien plus grand
que tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. La porte de l'appartement grinça légèrement en s'ouvrant, comme pour souligner l'étrangeté de ce retour. Sandrine alluma rapidement la lumière du petit vestibule, tentant de créer un semblant de chaleur pour apaiser l'atmosphère glaciale qui semblait s'être accrochée à leurs vêtements. La fillette, toujours silencieuse, avançait avec prudence, observant chaque détail, comme si elle découvrait un monde inconnu. Ses chaussures laissaient des traces humides sur le sol en lino, et ses vêtements détrempés goûtaient lentement sur le tapis effiloché. Sandrine referma la porte, posa son sac, puis s'agenouilla à nouveau devant l'enfant. Elle retira doucement le manteau trempé, qui tombait lourdement sur le sol, et resta un instant figée à observer la maigreur de la petite, ses bras frêles, la pâleur presque transparente de sa peau. Elle n'avait rien dit depuis leur rencontre. Pas un mot, pas une plainte, pas une larme, seulement ce regard immobile, ce silence compact, comme un mur infranchissable. « Je vais te chercher une serviette. Tu peux t'asseoir ici, d'accord ?» Elle désigna le petit canapé couvert d'une vieille couverture. La fillette s'y dirigea sans un mot, s'assit au bord, les jambes jointes, les mains sur les genoux, droite comme une statue. Sandrine revint rapidement avec une serviette éponge et un t-shirt propre. Trop grand évidemment, mais au moins sec. Elle lui tendit les vêtements. « Tiens, va te changer dans la salle de bain, juste là. Tu seras mieux au sec. » La fillette prit les habits sans répondre, se leva doucement et entra dans la salle de bain. La porte ne fut pas fermée à clé. Sandrine, restée seule dans le salon, soupira longuement. Elle enleva ses propres chaussures, qui claquaient encore d'humidité, et passa une main sur son visage. Elle savait qu'elle ne pourrait pas simplement ignorer la situation. Emmener une enfant inconnue chez soi, c'était grave. Elle avait promis intérieurement qu'au matin, elle irait à la police. Mais en cet instant précis, cette promesse semblait floue, noyée dans l'étrangeté de cette rencontre. Quelques minutes plus tard, la fillette réapparut, vêtue du t-shirt qui lui arrivait presque aux genoux. Elle tenait ses vêtements mouillés entre ses mains. Sandrine prit les habits, les posa dans un bac et revint vers elle avec un bol de soupe chaude qu'elle avait réchauffé à la hâte. L'enfant regarda le bol, l'attrapa à deux mains et commença à boire lentement, sans lever les yeux. « Tu as un prénom? Tu veux me le dire ?» Silence. « Tu sais où tu habites? Où sont tes parents ?» La même absence de réponse, mais cette fois, une légère crispation sur son visage, un frémissement à peine perceptible. Sandrine observa la petite, cherchant une faille, un indice, n'importe quoi. Son regard s'attarda sur le poignet de l'enfant. Quelque chose brillait sous la manche du t-shirt. Elle se pencha discrètement et ce qu'elle vit la figea. Une fine bracelet d'or, visiblement précieux, entourait le poignet gauche de la fillette. Ce n'était pas un bijou ordinaire, ni un accessoire fantaisiste. C'était une pièce de joaillerie de grande qualité, d'un design délicat, orné d'un petit saphir. Rien que ce détail ne correspondait à rien dans l'apparence générale de l'enfant. Tout chez elle respirait l'abandon, le froid, la fuite. Mais ce bracelet n'avait rien à faire là. Sandrine sentit un frisson la parcourir. Elle n'osa pas poser de questions à ce sujet. À la place, elle tenta un autre angle. « Tu aimes dessiner ?» La fillette leva enfin les yeux. Ce fut bref, mais Sandrine y vit une étincelle. Elle se leva lentement, alla chercher des feuilles et des crayons qu'elle gardait dans un tiroir pour les enfants de ses voisins, puis les déposa sur la table basse. « Tiens, si tu veux, tu peux dessiner quelque chose, ce que tu veux. » La fillette posa son bol, s'approcha, s'assit devant les feuilles, prit un crayon noir et, sans dire un mot, commença à tracer des lignes. Son geste était rapide, précis, presque compulsif. Elle dessinait comme si elle connaissait déjà l'image qu'elle voulait voir apparaître. Sandrine, debout derrière elle, regardait en silence. Le dessin représentait une maison, haute, avec des fenêtres alignées et un grand portail. Devant, une femme pleurait. Derrière elle, deux silhouettes sombres semblaient l'observer. Puis, la fillette ajouta un détail, une voiture noire, garée près de la grille. Elle reposa le crayon, fixa le dessin un instant, puis commença un nouveau. Sandrine se sentit envahie par une sensation étrange. Ce n'étaient pas des dessins d'enfants ordinaires, il y avait une tension dans ses traits, une intention. La deuxième feuille montrait un intérieur, un bureau, des fauteuils et encore des silhouettes en costume. Un adulte semblait crier, un autre pleurer. Encore cette voiture noire. « Est-ce que tu veux me dire ce que ça signifie ?» La fillette ne répondit pas. Elle saisit un troisième crayon,
rouge cette fois, et ajouta une petite tache sur le coin du dessin, comme une flaque. Puis elle repoussa la feuille et se leva, les yeux soudain fatigués. Sandrine la guida jusqu'au lit, lui installa un coin confortable avec des oreillers et une couverture chaude. La fillette se coucha sans un mot, dos tourné, repliant ses jambes contre elle. Sandrine resta un long moment assise à côté, la regardant respirer doucement. Tant de questions se bousculaient en elle. Qui était cet enfant? Pourquoi ne parlait-elle pas? Et surtout, que signifiaient ces dessins? Ce bracelet luxueux sur un poignet frêle et sale n'était pas un hasard. Tout dans cette histoire sonnait faux. Et pourtant, là, dans ce minuscule appartement de Marseille, elle n'était qu'une femme de ménage épuisée face à une énigme humaine enveloppée de silence. Elle jeta un dernier regard à l'enfant, puis se leva, éteignit la lumière et s'assit dans le fauteuil du salon, incapable de fermer l'œil. Cette nuit, elle le sentait, serait la première d'un enchaînement de nuits sans sommeil. Le jour s'était à peine levé que la lumière grise de l'aube filtrait déjà par les rideaux trop fins du petit salon. Le monde extérieur s'éveillait dans un murmure confus de klaxons, de moteurs et de volets qui s'ouvraient, mais l'appartement de Sandrine, lui, restait plongé dans une tension silencieuse. Sandrine s'était endormie quelques minutes dans le fauteuil, le corps en vrac, mais ses pensées n'avaient jamais cessé de tourner. Elle ouvrit les yeux, le cou douloureux, et jeta un regard immédiat vers le coin où dormait l'enfant. La fillette était là, recroquevillée sous la couverture, immobile, les yeux ouverts. Elle ne bougeait pas, mais elle ne dormait manifestement plus. Ce calme étrange, cette absence de mouvement ou de parole, renforça encore le malaise diffus qui s'était installé dans l'appartement. Sandrine se leva doucement sans faire de bruit, puis s'approcha. « Bonjour », murmura-t-elle. « Tu as bien dormi ?» Aucune réponse. Les yeux de l'enfant restaient fixés sur un point invisible, perdu quelque part entre le sommeil et une pensée inaccessible. Sandrine soupira, alla jusqu'à la cuisine et mit de l'eau à chauffer. Elle sortit 2 tasses, des biscottes, un peu de confiture. La matinée serait brève. Elle devait se rendre à l'hôpital pour son service et la présence inexpliquée de la fillette compliquait tout. Elle ne pouvait pas l'emmener, ni la laisser seule. L'idée de la confier à la police flottait dans son esprit comme une obligation. Mais chaque fois qu'elle l'envisageait, une étrange angoisse la retenait. Pendant qu'elle tartinait le pain, elle repensa au bracelet. L'image du bijou la hantait. Il ne s'agissait pas d'un simple objet ornemental. Elle l'avait observé en détail la veille, après que l'enfant se soit endormi. Le fermoir était orné d'un petit blason gravé, presque effacé, mais encore visible à la lumière. Un cercle avec une étoile au centre, entouré d'une inscription en latin. Ce genre de pièce ne se vendait pas dans les bijouteries ordinaires. Il avait une signification, une origine, peut-être une histoire de famille. Et la présence d'un tel objet au poignet d'une enfant trouvée sur le trottoir en disait long. Sandrine savait qu'elle devait en parler à quelqu'un, mais à qui faire confiance? Elle posa les tasses sur la table, invita la fillette à venir. Celle-ci se leva lentement, s'assit sans un mot et commença à manger mécaniquement. Elle n'avait ni peur ni joie dans le regard. Elle était présente, mais ailleurs. Sandrine s'assit en face. « Est-ce que tu t'appelles Élodie? Marie? Tu veux me faire un dessin pour me dire ton nom ?» Elle prit une feuille, dessina un cœur, puis écrivit en lettres maladroites « S ». Elle s'arrêta là. Un seul S, rien de plus. Sandrine fronça les sourcils, perplexe. « Est-ce comme Sandrine? Ou c'est ton prénom ?» La fillette baissa les yeux sans répondre, puis recommença à dessiner. Le trait était nerveux cette fois. Elle fit apparaître une maison à nouveau, mais différente de la première. Une grande baie vitrée, des rideaux tirés, une ombre derrière le verre, puis une autre voiture, encore noire, toujours cette couleur. Sandrine sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Elle prit les dessins des jours précédents, les étala devant elle. Il y avait une logique, un fil conducteur, mais tout restait codé, inaccessible. Les personnages n'avaient pas de visage, juste des silhouettes sombres, indistinctes. Et toujours ce motif récurrent de femmes en larmes, d'hommes en costume, de voitures. Elle se leva, rangea les feuilles, puis prit une décision. Avant de partir au travail, elle allait appeler l'hôpital pour prévenir de son retard. Elle ne pouvait pas laisser la petite seule ici, pas tant qu'elle ne savait pas à quoi elle avait affaire. Elle prit son téléphone, appela le standard, prétexta un malaise. Ce n'était pas la vérité,
mais c'était la seule manière d'avoir quelques heures pour réfléchir. Elle raccrocha, inspira profondément. « Je vais devoir t'emmener quelque part, dit-elle doucement. On ne peut pas rester ici à attendre sans rien faire. » Mais en prononçant ces mots, elle réalisa combien cela lui coûtait. Quelque chose en elle, un instinct profond, lui criait de ne pas exposer cet enfant à qui que ce soit sans être certaine. Elle prit alors une autre direction. Elle allait d'abord passer à la pharmacie, puis peut-être chercher des informations sur le bracelet. Quelque chose de discret. Mais avant de sortir, elle fit un dernier geste. Tandis que la fillette remettait ses vêtements encore humides, Sandrine en profita pour examiner discrètement le bracelet. Elle le tourna légèrement et découvrit ce qu'elle n'avait pas vu la veille. Gravé à l'intérieur, presque effacé par le temps, un nom, ou plutôt un prénom, suivi de chiffres. Le prénom Élodie, et ce qui semblait être une date, 13-02. Cela suffisait à déclencher une alarme silencieuse en elle. Ce n'était pas une babiole, c'était un bijou de famille, un objet personnalisé, un indice. Elle replaça doucement la manche de l'enfant et fit comme si de rien n'était. Ensemble, elles descendirent les escaliers, sortirent dans la rue et marchèrent sous le ciel encore chargé de nuages. Sandrine se sentait épiée, bien que rien ne le prouvât. Chaque passant semblait porter un regard trop appuyé. Chaque voiture à l'arrêt paraissait suspecte. À la pharmacie, elle acheta quelques pansements, des vitamines pour enfants, de quoi montrer qu'elle s'occupait de la fillette. Puis, comme elle l'avait décidé, elle prit le chemin d'une petite bijouterie discrète qu'elle connaissait. Une boutique ancienne, tenue par un vieil homme méticuleux. Là, elle montra une photo du bracelet, prise rapidement avec son téléphone. « Vous avez déjà vu un modèle comme celui-ci » Le bijoutier ajusta ses lunettes, examina l'image longuement. « C'est une pièce ancienne, travail artisanal, sans doute fait sur commande. Le blason, ça c'est intéressant. Il ressemble à un vieux symbole héraldique, certainement issu d'une famille noble ou d'un groupe privé. Vous avez trouvé ça où ?»« Je l'ai vu par hasard, » répondit Sandrine vague. « Vous pouvez en dire plus sur le blason ?»« Je ne peux rien garantir, mais je crois que ce motif appartient à une ancienne lignée de Provence. Peut-être même quelque chose lié à des fonctions politiques, administratives. Vous devriez poser la question à un expert en héraldique. » Sandrine le remercia, quitta la boutique le cœur serré. Ce qu'elle avait soupçonné depuis le début se confirmait. Cet enfant n'était pas une inconnue tombée du ciel. Elle appartenait à un monde qui n'était pas le sien, un monde fait de silence, de pouvoir et de secrets. Et désormais, ce monde allait peut-être venir frapper à sa porte. La journée avait avancé sans que Sandrine parvienne à calmer l'agitation qui grondait en elle. Chaque geste, chaque pas, chaque décision qu'elle prenait semblait alourdie par le poids d'un pressentiment. L'enfant, elle, ne parlait toujours pas. Elle dessinait, toujours. Des feuilles s'entassaient déjà sur la table basse, remplies de silhouettes, de lieux, de scènes, dont la signification échappait à Sandrine, mais dont la répétition devenait oppressante. La même maison, les mêmes ombres, la même voiture, et toujours ce silence. Mais dans ce mutisme, dans cette façon qu'avait l'enfant d'éviter son regard chaque fois qu'elle mentionnait la police ou l'hôpital, il y avait quelque chose de volontaire, de presque instinctif, comme si elle savait que parler, c'était se mettre en danger. En fin de matinée, Sandrine prit la décision de se rendre tout de même à son travail, en gardant la petite avec elle. Elle prépara un sac discret, y mit quelques biscuits, un carnet de dessin, une bouteille d'eau, et partit à pied vers l'hôpital. Elle n'avait pas de solution meilleure, pas en ce moment. La fillette marchait à côté d'elle sans poser de questions, sa petite main agrippée à la manche de son manteau. En approchant du bâtiment hospitalier, Sandrine sentit son estomac se nouer. L'hôpital n'était pas l'endroit idéal pour cacher un mystère aussi fragile. À peine avait-elle franchi la porte d'entrée qu'elle sentit une atmosphère étrange dans le hall. Plusieurs personnes discutaient à voix basse, et au centre du petit groupe, une femme en tailleur beige, les cheveux relevés dans un chignon strict, tenait un dossier contre sa poitrine. Elle ne portait pas de blouse, mais sa présence était manifestement officielle. Sandrine s'immobilisa un instant, tentant de comprendre la situation. La femme se tourna lentement vers elle, son regard glissant immédiatement vers la petite fille à ses côtés. Elle avança d'un pas rapide. « Bonjour, vous êtes Sandrine Marchand ?» dit-elle d'une voix ferme, mais sans agressivité. « Oui, je suis employée ici », répondit Sandrine avec prudence. « Pourquoi ? Je suis Adèle Durand,
assistante sociale mandatée par le conseil départemental. Nous avons reçu un signalement concernant une enfant disparue. Elle aurait été vue dans les environs, et on m'a dit que vous étiez arrivé ce matin avec une petite fille. Le cœur de Sandrine fit un bond. Elle sentit la main de la fillette se crisper autour de la sienne. L'instinct protecteur prit immédiatement le dessus. Cette enfant, je l'ai trouvée hier soir seule sous la pluie. J'allais venir la signaler, mais je voulais d'abord m'assurer qu'elle allait bien. Adèle Durand haussa légèrement les sourcils, visiblement surprise par la franchise de Sandrine. Vous l'avez gardée chez vous toute la nuit, sans alerter la police ou les services sociaux. Je ne pouvais pas la laisser seule dans la rue, et elle ne parle pas. Elle n'a rien dit sur ses parents ni sur son nom. Je pensais faire ce qu'il fallait aujourd'hui. La femme s'agenouilla devant l'enfant, cherchant son regard. « Bonjour ma chérie. Tu t'appelles comment? Tu veux me dire quelque chose ?» L'enfant recula légèrement, se cachant derrière Sandrine. Elle agrippa sa jambe et refusa de lever les yeux. « Elle n'a pas dit un mot depuis que je l'ai trouvée, » précisa Sandrine. L'assistante sociale se releva, visiblement troublée. Ce mutisme peut être un signe de traumatisme ou simplement de peur. Je vais devoir l'emmener, Madame Marchand. C'est la procédure. Nous avons une unité de prise en charge pour enfants non identifiés. Sandrine recula d'un pas comme si on lui arrachait quelque chose. Attendez, il y a des choses étranges autour d'elle. Elle porte un bracelet très précieux, elle dessine des scènes répétitives, comme si elle avait vu des choses graves. Je pense qu'elle vient d'un milieu très particulier. Vous êtes en train de suggérer quoi exactement? Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'aimerais comprendre avant qu'on la place n'importe où. Le ton d'Adèle Durand changea brusquement. Elle referma son dossier d'un geste sec. Madame Marchand, vous n'êtes ni médecin ni enquêtrice. Votre devoir était de signaler cet enfant dès le moment où vous l'avez trouvé. Le fait de la garder avec vous soulève des questions graves. Si vous avez découvert quelque chose d'inhabituel, vous devez le remettre aux autorités. Pas garder ça pour vous. Sandrine sentit la colère monter, mais elle la ravala. Elle comprenait. Elle-même aurait probablement réagi de la même manière si elle avait été à la place de cette femme. Mais ce n'était pas aussi simple. Il y avait un instinct, une certitude diffuse, mais puissante qu'un danger rôdait, que cet enfant ne devait pas être simplement remise. Elle respira profondément. « Et si je vous accompagnais, juste pour aujourd'hui, je ne veux pas la laisser seule. » L'assistante sociale sembla hésiter. Elle regarda l'enfant, puis Sandrine. Finalement, elle acquiesça. « Très bien. Venez avec nous, mais tout devra être consigné. Et si cet enfant est bien celle que nous pensons, tout ira très vite. Comment ça, celle que vous pensez? Qui est-elle? On pense qu'elle correspond à une fiche de disparition enregistrée cette nuit, mais je ne peux rien confirmer sans les vérifications. » Sandrine sentit son cœur s'accélérer. Tout prenait forme. L'importance du bracelet, les dessins, les regards de la petite devant certains visages à la télévision. Il se passait quelque chose de grave. Tandis qu'elle sortait de l'hôpital pour rejoindre la voiture de service, elle vit une affiche collée sur un panneau publicitaire. Une photo floue d'une enfant au regard perdu. En dessous, un prénom. Élodie. Son cœur se figea. Élodie. Le même prénom gravé sur le bracelet. Tout se connectait enfin. La voiture, les ombres, les dessins. Ce n'était pas une enfant perdue. C'était une enfant qu'on avait voulu faire disparaître. Et maintenant que le secret risquait d'être percé, certains n'allaient pas rester les bras croisés. Sandrine le comprit avec une clarté glaçante. Ce qu'elle avait découvert la plaçait, elle aussi, en danger. Le retour à l'appartement se fit dans un silence pesant. Sandrine avait accompagné Adèle Durand jusqu'à l'unité de protection de l'enfance, mais la tension dans ses épaules ne s'était pas relâchée un seul instant. La fillette, docile mais figée dans un mutisme obstiné, n'avait pas dit un mot pendant tout le trajet. Même devant les autres enfants ou les éducateurs, elle s'était retranchée dans son propre monde, se contentant de dessiner encore et encore les mêmes images entêtantes, des silhouettes sans visage, des voitures noires, des fenêtres closes et des femmes en larmes. Chaque trait semblait une empreinte de mémoire, une mémoire que personne ne comprenait encore. En revenant chez elle, Sandrine se sentait à la fois soulagée et terriblement inquiète. Elle avait remis l'enfant aux autorités comme le dictait la loi, mais une part d'elle hurlait que ce n'était pas suffisant, que l'enfant avait eu confiance en elle, que les choses allaient désormais lui échapper. Elle s'installa sur le canapé, alluma la télévision machinalement, plus par habitude que par envie, espérant se distraire quelques instants.
Mais ce qu'elle vit sur l'écran figea son souffle. Une édition spéciale du journal local s'affichait. En lettres rouges, un bandeau déroulant annonçait « Disparition inquiétante. La fille du gouverneur Étienne Beaumont recherchée. » Et au centre de l'écran, une photo apparut. C'était elle, Élodie, la même petite fille qu'elle avait trouvée seule sous la pluie. Les cheveux légèrement plus longs, le sourire figé par le flash, mais aucun doute possible. Sandrine sentit son cœur battre contre ses côtes comme un tambour d'alarme. Elle se leva d'un bond, s'approcha de la télévision, augmenta le volume. La journaliste récitait les faits avec précision. La petite Élodie Beaumont, âgée de 6 ans, fille du gouverneur régional de Provence, Étienne Beaumont, a été portée disparue hier après-midi. Selon les premières informations, l'enfant aurait échappé à la surveillance de ses gardes pendant un déplacement privé dans les environs de Marseille. Les autorités n'excluent aucune piste. Un appel à témoins a été lancé. Voici le portrait robot réalisé à partir de témoignages. L'image suivante acheva de glacer Sandrine. Un dessin numérique, presque identique à la fillette qu'elle avait hébergée. Les mêmes yeux sombres, la même forme du visage, la même expression figée. Elle recula lentement, s'assit sur le bord du fauteuil. C'était bien elle, l'enfant qu'elle avait nourri, couché dans son lit, protégée contre la pluie et le silence, était la fille d'un des hommes les plus puissants de la région. Et elle avait été portée disparue. Une foule de pensées se bousculait dans son esprit. Pourquoi la petite n'avait-elle jamais dit son nom? Pourquoi fuir, si elle avait une famille influente? Pourquoi ces dessins sombres, ces pleurs dessinés, cette voiture noire omniprésente? Et surtout, pourquoi, maintenant que la fillette était sous protection, sentait-elle un vide, comme si un danger encore plus grand planait? Elle reprit son téléphone, chercha le numéro de l'unité de protection, appela sans réfléchir. Après plusieurs tonalités, une voix professionnelle répondit. Sandrine demanda des nouvelles. La réponse fut brève. L'enfant était calme, ne parlait toujours pas. Une psychologue allait être affectée dans la journée, pas d'informations supplémentaires. Elle raccrocha, insatisfaite. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas juste une disparition classique. Elle repensa aux propos de l'assistante sociale, à cette hésitation dans sa voix, lorsqu'elle avait évoqué une possible correspondance avec une fiche signalétique. Et maintenant, la télévision confirmait ce lien. Mais l'enfant, elle, ne montrait aucune réaction face à ce nom, à cette appartenance. Rien. Sandrine reprit les dessins qu'elle avait emportés en cachette. Elle les étala sur la table, cherchant une séquence, une logique. Puis elle eut une idée. Elle ouvrit son ordinateur, chercha des images de la résidence officielle du gouverneur et les compara aux maisons dessinées par Élodie. Certaines ressemblances étaient troublantes. Les fenêtres, le portail, la cour, tout était là. Ce n'étaient pas des inventions d'enfants, c'était de la mémoire, des souvenirs. Alors une hypothèse insidieuse s'insinua dans son esprit. Et si Élodie n'avait pas été simplement enlevée, et si elle s'était enfuie? Si ce mutisme n'était pas le fruit d'un traumatisme passif, mais d'un silence volontaire, construit pour survivre à quelque chose de plus terrible. Les dessins n'étaient pas anodins. Ils accusaient. Quelque chose ou quelqu'un faisait du mal à cet enfant. Et elle l'avait fui. Mais pourquoi ne pas le dire? Parce que trop jeune pour comprendre? Ou parce qu'elle savait que personne ne la croirait? Sandrine se leva brusquement. Elle ne pouvait pas rester là, à regarder le monde s'effondrer par l'écran d'une télévision. Elle devait faire quelque chose. Elle prit les dessins, les glissa dans une chemise cartonnée, mit sa veste et sortit de chez elle sans plan précis, mais avec une urgence dans les jambes. Elle marcha sans but, traversant les rues de Marseille comme un automate, le dossier serré contre sa poitrine. Ce ne fut qu'en passant devant une librairie qu'elle eut un éclair. Une journaliste indépendante, spécialisée dans les affaires politiques régionales, tenait souvent des conférences et séances de dédicaces dans ce quartier. Sandrine avait entendu parler d'elle à l'hôpital, des infirmiers en discutaient, parfois. Une femme tenace, obsédée par les vérités enfouies. Peut-être elle comprendrait. Sandrine entra, demanda un contact. Le libraire lui donna une carte de visite. Claire Marais, journaliste d'investigation. Numéro, adresse e-mail, rien de plus. Sandrine sortit et, assise sur un banc public, appela. Une boîte vocale. Elle laissa un message simple. « Je m'appelle Sandrine Marchand. J'ai trouvé une enfant.
Elle est muette. Je crois qu'elle est liée à quelque chose de grave. Elle s'appelle Élodie. J'ai des dessins, rappelez-moi, s'il vous plaît. » Elle raccrocha les mains tremblantes. Elle venait de franchir une ligne invisible mais décisive. Ce n'était plus seulement une histoire de compassion. C'était devenu une affaire de vérité. Et elle ne savait pas encore à quel point cette vérité allait tout bouleverser. Le lendemain, au réveil, la première chose que Sandrine ressentit fut un poids sourd au creux de son estomac. Ce n'était pas de la fatigue, ni une simple inquiétude passagère, mais une pression continue, un sentiment d'étau qui se resserrait lentement autour d'elle. Depuis son message laissé à la journaliste Claire Marais, elle n'avait reçu aucune réponse. Pourtant, elle savait que la ligne avait été activée. Le message vocal avait été écouté. Elle l'avait vérifié dans son historique d'appels. Mais le silence qui suivit n'avait rien de rassurant. Sandrine se rendit à son travail comme d'habitude, tentant de se fondre dans sa routine quotidienne, mais tout avait changé. Les couloirs de l'hôpital lui paraissaient plus étroits, les regards plus appuyés. À la cafétéria, des infirmières chuchotaient devant un écran allumé qui montrait en boucle la conférence de presse du gouverneur Étienne Beaumont. Il apparaissait grave, la mâchoire tendue, le regard fixé au-delà des caméras. À ses côtés, son épouse tenait un mouchoir, ses traits tirés par l'épuisement. Il parlait d'Élodie, de la disparition tragique de sa fille, du travail acharné des forces de l'ordre et de la douleur que ressent toute famille face à l'incertitude. Sandrine, debout à quelques mètres, sentit ses jambes faiblir. Ce visage-là, celui de l'homme qui suppliait la population de l'aider à retrouver sa fille, elle ne l'avait jamais vu dans les dessins d'Élodie. Pas une seule fois, pas même en silhouette, comme si l'enfant avait consciemment effacé sa figure du tableau. Ce n'était pas anodin. C'était une absence significative. En fin de journée, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer, elle remarqua que son téléphone affichait plusieurs appels manqués, tous anonymes. Elle ne reconnut aucun numéro, aucun message vocal. Elle ne répondit pas. Une peur nouvelle s'installa en elle. Et si ce n'était pas la journaliste? Et si quelqu'un d'autre avait intercepté son message? Ou pire, si quelqu'un la surveillait depuis le début? En sortant de l'hôpital, la lumière du soir tombait en oblique sur les bâtiments. Sandrine marcha rapidement vers chez elle, les épaules légèrement voûtées, jetant des regards fréquents derrière elle. Elle ne vit rien de concret, mais plusieurs voitures étaient garées dans des angles inhabituels. L'une d'elles, une berline noire, semblait vide, mais le moteur tournait encore. Elle accéléra le pas. À son étage, une vieille voisine l'attendait devant sa porte. « Sandrine, ma fille, tu vas bien? Il y avait un homme ici, il y a 1 heure. Il a demandé ton nom. Je lui ai dit que tu étais au travail, il est reparti vite. Vous l'avez déjà vu, cet homme? Jamais. Il avait une veste sombre, l'air. Pas d'ici. Il m'a mise mal à l'aise. » Sandrine la remercia, entra dans son appartement, verrouilla la porte, puis s'effondra contre le mur. Les jambes repliées, elle tenta de réfléchir. Elle était désormais impliquée dans quelque chose qui la dépassait. Elle avait hébergé une enfant que tout le pays cherchait. Mais surtout, elle avait découvert que cette disparition n'avait rien d'un simple égarement. Élodie avait fui. Et maintenant, quelqu'un voulait que cette vérité ne soit jamais connue. Elle se leva, alla chercher la chemise contenant les dessins, elle les relut un à un. Certains détails lui avaient échappé jusque-là. Sur l'un d'eux, à l'arrière-plan, une silhouette familière apparaissait pour la première fois. Un homme grand, aux épaules larges, en costume, tenant une mallette. Elle sortit une photo du gouverneur trouvée en ligne et la plaça à côté du dessin. Les contours du visage correspondaient. C'était discret, presque subliminal, mais l'intention était claire. Cette fois, Élodie avait représenté son père. Sandrine savait qu'elle devait agir, mais elle ne pouvait pas se tourner vers la police. Elle avait déjà vu ce qui arrivait aux voix qui dérangeaient. Elle repensa à la journaliste. Peut-être que Claire Marais n'avait pas répondu parce qu'elle vérifiait l'information, ou peut-être parce qu'elle avait peur. Il fallait en avoir, du courage, pour fouiller dans les secrets d'un gouverneur, surtout quand ces secrets touchaient à sa propre famille. Dans la nuit, une nouvelle série de coups de téléphone anonymes réveilla Sandrine. Elle ne décrocha pas. Elle avait désormais compris que quelqu'un voulait la faire taire, ou du moins la dissuader d'aller plus loin. Le lendemain, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Aucune adresse, aucun timbre. À l'intérieur, une simple photo. Élodie, prise de profil, en train de dessiner. Et au dos, une phrase écrite à la main. «
Certaines vérités peuvent coûter très cher. Sandrine sentit la peur la traverser, brute, sans filtre. Ce n'était plus une hypothèse. Quelqu'un la surveillait. Quelqu'un savait qu'elle avait vu les dessins, qu'elle soupçonnait la vérité. Et ce quelqu'un avait assez d'influence pour retrouver une simple employée d'hôpital dans un quartier oublié de Marseille. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Le matin venu, elle reçut enfin un appel identifiable. Claire Marais. Sa voix était rapide, tendue. « Je vous ai écouté. J'ai vu les dessins. Vous avez raison. Cet enfant sait des choses. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui. Pas demain. Il faut qu'on parle. En privé. » Sandrine accepta. Elle prit son sac, ses affaires, les dessins. Avant de sortir, elle regarda son appartement une dernière fois. Elle comprit à cet instant qu'elle ne reviendrait peut-être pas, que sa vie venait de basculer. Et qu'en voulant protéger une fillette silencieuse, elle s'était placée au centre d'un réseau d'ombre dont elle ne connaissait pas encore toute l'étendue. Le rendez-vous avec Claire Marais eut lieu dans une petite brasserie anonyme près de la gare Saint-Charles. L'endroit avait été choisi par la journaliste elle-même, qui insistait sur le fait que l'emplacement était neutre, surveillé et surtout difficile à associer à elle. Sandrine arriva 1 heure avant, incapable de rester chez elle 1 minute de plus. Elle s'assit à une table au fond, dos au mur, face à l'entrée. Son regard analysait chaque personne qui passait la porte, chaque client qui consultait son téléphone, chaque serveur qui souriait un peu trop. L'instinct de survie s'était éveillé en elle, aussi brusquement que profondément. Claire arriva exactement à l'heure convenue. Elle portait un manteau de laine gris, des lunettes larges et tenait un sac en bandoulière épais dont elle ne se séparait pas. Elle ne perdit pas de temps en formalité. Dès qu'elle s'assit, elle demanda à voir les dessins. Sandrine les sortit, les disposa sur la table et observa la journaliste les étudier avec une concentration chirurgicale. Ces motifs, répétés, ces silhouettes sans visage, ces voitures, c'est plus qu'un simple traumatisme, murmura Claire. Ce sont des indices, une narration. Cet enfant raconte quelque chose à travers ses dessins. Et vous pensez pouvoir comprendre quoi ? Demanda Sandrine presque à voix basse. Je pense que la petite a été témoin d'un événement, peut-être même plus d'un, et qu'on a essayé de la faire taire. Le mutisme peut être volontaire, une stratégie d'autoprotection. Et si elle ne parle pas, c'est peut-être parce qu'elle sait que ses paroles pourraient mettre d'autres personnes en danger, ou elle-même. Sandrine hocha lentement la tête. Elle savait, au fond d'elle, que cette théorie n'était pas seulement plausible, mais presque certaine. Depuis le début, tout pointait vers un contexte plus vaste, plus sombre, quelque chose qui dépassait l'accident ou l'oubli. Ce bracelet qu'elle porte, continua Claire, j'ai fait quelques recherches. Le symbole inscrit est utilisé par une fondation caritative privée liée à la famille Beaumont. Officiellement, c'est un fonds pour la culture provençale, mais plusieurs sources parlent d'un usage bien plus opaque. Gestion de propriété, versement offshore, transfert discret, rien d'illégal prouvé bien sûr, mais les comptes sont introuvables. Il y a déjà eu des soupçons, mais jamais d'enquête ouverte. Vous pensez que la petite y est liée ? Je pense qu'elle est la pièce manquante d'un puzzle. Et si elle réapparaît officiellement, elle pourrait mettre à mal tout un système. Ce n'est pas une simple fille disparue. C'est la fille d'un homme public qui a toujours su enterrer ses scandales. Et cette fois, il ne contrôle plus la narration. Vous imaginez ce que ça signifie ? Sandrine ne répondit pas. Elle n'avait pas les mots. Tout en elle criait que cette histoire allait bien au-delà de tout ce qu'elle avait pu comprendre jusque-là. Claire poursuivit plus doucement. Il faut la protéger. Et pour cela, il faut agir vite. J'ai contacté une consoeur à Paris. Elle travaille avec une cellule d'investigation indépendante. Elle peut offrir à Élodie un environnement sûr, loin de Marseille, loin de l'influence du gouverneur. Mais il faut l'amener là-bas, et discrètement. « Vous voulez que je l'emmène à Paris ?» murmura Sandrine. « Vous êtes la seule en qui elle a eu confiance. Elle ne me connaît pas. Et on ne peut pas utiliser les canaux officiels. Il y a trop d'yeux. Si elle tombe dans les mains des services publics sans filtrage, il est possible qu'elle soit remise à son père avant que quoi que ce soit clarifié. » Sandrine sentit son souffle se bloquer. Partir, fuir, emmener une enfant recherchée par tout un pays, alors même que son visage s'affichait à la une des journaux. C'était insensé, dangereux. Et pourtant, c'était la seule chose qui faisait sens. Rester, c'était l'abandonner.
Partir, c'était peut-être la sauver. D'accord, finit-elle par dire. Mais je dois la récupérer, elle est encore sous la garde des services sociaux. Claire hocha la tête. J'ai un contact qui peut vous aider, une infirmière militante qui travaille dans le centre où elle est placée. Ce soir, elle sera de garde. Si vous êtes prête, vous pourrez partir avant minuit. Le reste de la journée se déroula dans un état de tension continue. Sandrine rentra chez elle, prépara un sac discret, y plaça le minimum. Quelques vêtements, les dessins, un peu d'argent liquide. Elle laissa son téléphone à la maison, consciente qu'il pouvait être traqué. À la tombée de la nuit, elle retrouva Claire à proximité du centre d'accueil. L'infirmière était déjà là, nerveuse, jetant des regards à gauche et à droite. L'opération se déroula en quelques minutes. Sandrine fut introduite discrètement par une entrée de service, conduite à une petite pièce où Élodie dormait. En la voyant, la fillette se redressa brusquement, comme si elle avait attendu ce moment. Sans un mot, elle se leva, prit la main de Sandrine et la suivit dans l'obscurité. À 22 heures passées, elles étaient dans une voiture de location, roulant en direction du nord, loin de Marseille. Claire leur avait donné un téléphone sécurisé et l'itinéraire à suivre. Route secondaire, arrêt discret, rien de traçable. Sandrine conduisait avec une concentration absolue, les mains crispées sur le volant. Élodie dormait sur la banquette arrière, la tête posée sur un coussin. Mais après 3 heures de route, alors qu'elle traversait une zone boisée, les phares d'une voiture apparurent dans le rétroviseur. Elle était là depuis un moment, trop longtemps pour que ce soit un hasard. Et surtout, elle gardait une distance constante. Sandrine appuya légèrement sur l'accélérateur. La voiture derrière elle fit de même. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Elle ne réfléchit pas. Elle bifurqua brusquement sur un chemin de terre, les pneus crissant sur le gravier. La voiture poursuivante tenta de suivre, mais glissa légèrement à la première courbe. Sandrine en profita pour accélérer à travers les bois, guidée uniquement par ses phares et son instinct. Après plusieurs virages serrés, elle trouva une vieille bâtisse abandonnée. Elle s'y engouffra, coupa le moteur et plongea la voiture dans l'obscurité. Elle attrapa Élodie, la pressa contre elle et resta immobile, écoutant. Aucune lumière derrière, aucun bruit de moteur. Soit elle les avait semés, soit elle n'avait que peu de temps. Dans le silence oppressant de la nuit, elle murmura à l'enfant « On va y arriver, je te le promets, je ne laisserai personne te reprendre. » La nuit fut d'une densité oppressante. Les murs décrépits de la bâtisse où Sandrine et Élodie s'étaient réfugiées semblaient avaler les sons, rendant chaque bruissement suspect, chaque craquement de bois potentiellement dangereux. Elle n'avait que le silence comme complice et la peur pour compagne. Sandrine s'était installée devant la porte, dos appuyé contre le battant, un vieux pied de table trouvé dans un coin en guise d'arme improvisée. Élodie dormait roulée dans une couverture, ses cheveux en bataille, le front perlé de sueur. Même dans le sommeil, son visage ne trouvait pas la paix. Vers 5 heures du matin, à l'aube naissante, Sandrine décida qu'il était temps de repartir. Elles avaient besoin de distance, de répit, d'un nouveau refuge. Le véhicule ne montrait pas de signes de dommages, mais elles savaient qu'elles étaient marquées. La voiture noire de la veille n'était pas un hasard. Quelqu'un les avait repérées. Quelqu'un les traquait. Elles reprirent la route, empruntant des départementales sinueuses, évitant les autoroutes, les stations trop visibles, les lieux où une caméra ou un témoin pourrait alerter des gens bien trop puissants. Sandrine roulait avec une attention maniaque. Chaque panneau lu 2 fois, chaque voiture croisée analysée comme une menace. Elle gardait une main proche du téléphone crypté que Claire lui avait confié, mais n'osait l'utiliser qu'en dernier recours. Dans l'après-midi, alors qu'elle s'approchait de Montargis, un incident subtil mais révélateur se produisit. Un véhicule utilitaire blanc apparut derrière elle. Il ne s'agissait pas d'une berline luxueuse, ni d'un modèle ostensiblement suspect, mais sa constance dans le rétroviseur était trop parfaite. Il s'arrêtait quand Sandrine s'arrêtait. Il redémarrait quand elle repartait. Elle tenta plusieurs fois de le semer par des détours imprévus, mais il restait là, à une distance presque réglementaire, trop calculée pour être honnête. Elle prit alors une décision impulsive. À la prochaine intersection, elle bifurqua sans clignotant, s'enfonçant dans un chemin de terre entre 2 champs. L'utilitaire hésita puis suivit. Le piège se refermait. Elle accéléra, tournant brusquement à gauche, traversant une haie, heurtant des branches. Le moteur gémissait. Les pneus patinaient sur la terre meuble. Puis, au bout de 500 mètres, elle stoppa la voiture, ouvrit la portière,
sortit précipitamment et ouvrit celle d'Élodie. « Sors, vite ! On court !» La fillette obéit sans un mot. Elles s'enfoncèrent à travers champs, courant entre les herbes hautes, vers un petit bois visible à l'horizon. Derrière elle, le vrombissement de l'utilitaire s'arrêta net. Puis des portières claquèrent. Sandrine n'osa pas se retourner. Elle agrippait la main d'Élodie, l'entraînait dans une fuite désespérée. Elles atteignirent les premiers arbres. Là, Sandrine força la petite à s'accroupir derrière un tronc, reprenant son souffle. Les pas se rapprochaient. Elle vit deux hommes passer à quelques mètres, regardant autour d'eux, parlant à voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende. On la veut vivante, la gosse surtout. La femme, si elle résiste, on s'en charge. Sandrine sentit le sol se dérober sous elle. Ce n'était plus une affaire de fuite, c'était une traque. Et ceux qui les poursuivaient ne se contenteraient pas de les ramener gentiment. Elle resta immobile, respirant à peine, les bras autour d'Élodie. Lorsque les voix s'éloignèrent enfin, elle se leva lentement, fit signe à l'enfant de rester silencieuse et reprit leur marche à travers la forêt. Elles marchèrent des heures, évitant les routes, les sentiers balisés, les habitations. En fin de soirée exténuée, elles atteignirent un petit village niché dans une vallée presque oubliée du monde. Là, un vieux panneau indiquait une « pension les Glycines ». Sandrine frappa à la porte, le cœur battant. Une femme âgée, à la voix douce et aux gestes lents, ouvrit. Sans poser de questions, elle les accueillit. Peut-être avait-elle vu dans les yeux de Sandrine cette détresse irréfutable que seules les situations extrêmes font naître. Dans la chambre modeste mais propre, Sandrine fit asseoir Élodie, lui donna à boire, puis s'assit face à elle. « On a failli, mais on s'en est sorti. Tu comprends ça, Élodie ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Pour la première fois, l'enfant la regarda longuement sans détourner les yeux. Puis lentement, elle sortit un nouveau dessin de sa poche. Elle l'avait réalisé pendant leur trajet, en silence, sans que Sandrine le remarque. Sur la feuille, 3 hommes. Deux portèrent des costumes. Le troisième, une blouse. Devant eux, une femme agenouillée, en larmes, tenant une main d'enfant. Derrière, une silhouette qui s'enfuyait, une voiture noire l'attendant. Sandrine comprit. Ce n'était pas un simple souvenir. C'était un témoignage. L'enfant n'était pas seulement une victime. Elle était témoin. De quoi? D'un arrangement? D'un chantage? D'une scène de violence? Elle n'avait pas encore toutes les pièces. Mais ce qu'elle avait suffirait à alerter les bonnes personnes. Elle prit le téléphone crypté, contacta Claire. Cette fois, la ligne sonna, puis la voix de la journaliste apparut. « Vous êtes vivante? Mon Dieu, j'ai vu l'alerte. Ils vous cherchent partout. » Même les médias commencent à se demander si la version officielle ne cache pas autre chose. « Où êtes-vous » Sandrine hésita, puis répondit « Un nom de village, rien de plus. » Claire comprit. « Ne bougez pas. Je vous envoie quelqu'un de confiance. Vous devez atteindre Paris. Là-bas, les choses peuvent changer. » Mais Sandrine savait que le chemin serait encore long. Chaque minute les rapprochait d'une vérité de plus en plus dangereuse. Elle regarda Élodie, qui s'était enfin endormie, épuisée, ses dessins posés à côté d'elle comme des fragments d'un passé trop lourd. Cette nuit-là, dans la pension silencieuse, Sandrine comprit que leur destin était désormais lié de manière irréversible et que la vérité ne pourrait plus être reculée. Le matin se leva lentement sur la vallée, inondant la pension les Glycines d'une lumière pâle et diffuse. Dans la petite chambre, Sandrine s'était levée bien avant le soleil, les traits tirés, les yeux cernés, mais l'esprit plus clair que la veille. La nuit lui avait apporté une lucidité brutale. Elle ne pouvait plus reculer, ni ignorer le poids qu'elle portait désormais. Élodie, cette enfant silencieuse au regard insondable, n'était plus seulement une énigme égarée. Elle était devenue un levier, un centre de gravité autour duquel se réorganisaient des forces bien plus grandes que Sandrine n'avait jamais affrontées. Après avoir vérifié que personne n'observait la pension, elle descendit au salon où la propriétaire leur avait préparé un petit déjeuner modeste mais réconfortant. Élodie mangea quelques morceaux de pain trempé dans du lait chaud, le visage encore marqué par la fatigue des jours précédents. Puis, sans un mot, elle sortit de son sac un petit carnet à spirale qu'elle tendit lentement à Sandrine. « C'est à toi », murmura cette dernière, surprise. La fillette hocha la tête pour la première fois avec une once de certitude. Sandrine l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une série de dessins plus anciens, datés, numérotés parfois. Certains étaient griffonnés à la hâte, d'autres plus travaillés,
avec des détails presque photographiques. C'était un témoignage visuel, un journal silencieux. Elle feuilleta les pages, les mains tremblantes. Au fur et à mesure, un fil narratif se dessinait. Des scènes récurrentes revenaient avec insistance. Une femme toujours la même, aux longs cheveux attachés, pleurant dans une chambre luxueuse. Un homme en costume, bras croisés, fixant une silhouette d'enfant avec froideur. Un bâtiment majestueux, toujours vu de l'intérieur, avec un escalier en colimaçon et des rideaux sombres. Mais c'était un dessin en particulier, presque caché au centre du carnet, qui attira toute l'attention de Sandrine. Il représentait une salle de réunion, avec une longue table, plusieurs adultes en costume assis autour, des papiers étalés, et au fond, une porte entr'ouverte par laquelle on distinguait une petite silhouette d'enfant, debout, observant discrètement la scène. À côté, un mot maladroitement écrit « Écoutez, tu étais là? Tu les as entendus parler ?» demanda Sandrine, la gorge nouée. Élodie baissa les yeux mais ne répondit pas. C'était suffisant. Ce dessin, ce mot, c'était une confirmation. Elle n'avait pas seulement été témoin de faits isolés, elle avait surpris une conversation, un échange, peut-être une décision qui ne devait jamais être entendue par des oreilles innocentes. Sandrine referma le carnet, comme on referme une preuve cruciale. Elle contacta Claire immédiatement. La journaliste décrocha au bout de 3 tonalités. Sa voix était hachée, manifestement émise depuis un lieu bruyant. « Je suis en route. J'ai un contact prêt à vous héberger en sécurité dès ce soir à Paris. On doit se voir avant toute autre chose. Vous avez trouvé quelque chose ? Un carnet de dessins, avec des scènes, des personnes, et un mot. Écoutez, c'est comme un journal. Elle a tout noté à sa façon. » Un silence pesa à l'autre bout de la ligne. Puis Claire répondit d'une voix grave. « C'est peut-être le chaînon manquant. Si elle a entendu ce que je pense, ce carnet est plus explosif que n'importe quelle déclaration. Il faut le protéger. Et elle aussi. » Le trajet vers Paris reprit en début d'après-midi, dans une voiture différente fournie par l'un des contacts de Claire. Cette fois, Sandrine conduisait moins nerveusement, mais avec la même prudence. Elle évitait les radars, les centres-villes, les itinéraires évidents. Chaque arrêt était minuté, chaque mouvement étudié. Élodie restait calme, comme si la présence du carnet lui offrait une ancre, un moyen de tenir face à ce qu'elle avait traversé. À l'approche de la capitale, Sandrine reçut un nouveau message crypté. Une adresse, un code d'entrée et une consigne stricte. Ne pas se faire suivre. Elle suivit le plan à la lettre. Le bâtiment où elle devait loger temporairement se trouvait dans une impasse résidentielle, discrète, à l'abri des regards. Un homme les accueillit, sans poser de questions. Il les conduisit à un appartement modeste mais sécurisé, doté de volets renforcés et d'une ligne téléphonique cryptée. Sandrine posa ses affaires, fit asseoir Élodie, puis s'installa face à elle. « On va rencontrer Claire demain. Elle va nous aider. Mais il faut que tu continues à dessiner. Tout ce dont tu te souviens. Chaque détail. Ça peut faire la différence. » Élodie acquiesça d'un simple signe de tête, puis sortit un crayon et une nouvelle feuille. Cette fois, elle dessina un bureau, très détaillé, avec des tableaux au mur, une bibliothèque et un homme assis derrière un bureau. Au-dessus de lui, elle écrivit un mot qui glaça le sang de Sandrine. « Papa ». C'était la première fois que le lien était tracé de manière explicite. Elle ne l'avait jamais dit, elle ne l'avait jamais reconnu. Mais ce dessin venait de faire tomber la dernière barrière. L'homme puissant, le gouverneur Étienne Beaumont, n'était pas seulement un personnage d'autorité, il était son père. Et ce père-là, visiblement, ne l'avait pas protégé. Peut-être même qu'il représentait la menace. Sandrine s'effondra sur le canapé, le carnet en main, le souffle court. Elle n'avait pas cherché à devenir une lanceuse d'alerte. Elle voulait seulement aider une enfant silencieuse, croisée par hasard sur un trottoir mouillé. Mais ce hasard avait ouvert une brèche dans un monde de secrets et de pouvoirs que peu osaient défier. Elle comprit que le lendemain serait décisif. Le carnet serait remis à Claire, et si tout allait bien, la vérité commencerait enfin à remonter à la surface. Mais au fond d'elle, une voix murmurait que rien ne serait aussi simple, que la vérité, même dessinée en traits d'enfant, restait une arme, et que ceux qu'elle visait n'abandonneraient pas sans se battre. Le lendemain, l'air parisien portait une tension lourde, comme si la ville elle-même sentait que quelque chose d'inhabituel se préparait. Le rendez-vous avec Claire Marais avait été fixé dans un petit local de presse indépendant, situé dans une ruelle discrète du 11e arrondissement. L'endroit,
modeste mais protégée, servait de base temporaire pour les journalistes qui travaillaient sur des dossiers sensibles. Claire y attendait Sandrine et Élodie dès 9 heures du matin, entourés de quelques collègues discrets mais déterminés. Ils avaient lu, photographié et numérisé chaque page du carnet d'Élodie. L'information, désormais cryptée et stockée sur des serveurs étrangers, était hors d'atteinte de toute tentative de suppression. Le danger restait néanmoins palpable. Après 2 heures de discussion, de recoupement et d'analyse, une décision inespérée fut prise. Claire avait réussi à obtenir, grâce à une ancienne source au sein du ministère, un entretien privé avec le gouverneur Étienne Beaumont lui-même. Officiellement, il s'agissait d'une entrevue journalistique liée à la disparition d'Élodie, organisée dans le cadre d'une émission documentaire. Officieusement, c'était une opération risquée, presque suicidaire, pour confronter l'homme à une vérité qu'il croyait enterrée. L'idée, dangereuse mais audacieuse, était que Sandrine accompagnerait Claire, avec Élodie cachée à proximité, prête à apparaître au moment opportun. Le gouverneur pensait recevoir une journaliste curieuse, pas une femme accompagnée de sa fille disparue. Le pari était immense. Le moindre faux pas pouvait entraîner une réaction incontrôlable. Mais Sandrine accepta. C'était le seul moyen de forcer un aveu, ou au moins de briser le masque d'arrogance qui protégeait l'homme depuis tant d'années. Le rendez-vous eut lieu dans un bâtiment annexe de la préfecture, un lieu peu fréquenté, choisi par les services du gouverneur pour sa discrétion. Claire entra la première, caméra éteinte, accompagnée d'un technicien qui ne faisait que simuler l'enregistrement. Sandrine resta à l'extérieur, Élodie à ses côtés, cachée dans un véhicule stationné un peu plus loin sous la surveillance d'un collègue de Claire. Le cœur battant, elle observait l'entrée, comptant les secondes. À l'intérieur, le gouverneur Étienne Beaumont était exactement comme à la télévision. Élégant, mesuré, la voix grave, les gestes économes. Il salua poliment Claire, l'invita à s'asseoir, croisa les jambes avec une décontraction étudiée. Mais dès les premières questions, son regard changea. Claire ne parla pas de sécurité, de disparition ou d'émotion. Elle aborda la question des liens financiers entre la fondation familiale et certaines sociétés privées. Puis elle évoqua, sans prévenir, les premières allusions à la possibilité que la disparition d'Élodie ne soit pas le fruit du hasard. « Ce sont des rumeurs, Madame Marais », répondit Beaumont, le sourire crispé. « Ma fille a disparu. Je ne vous permets pas de transformer notre douleur en matière à spéculation. » Claire garda son calme. « Et si je vous disais qu'elle est en sécurité, qu'elle a laissé derrière elle des dessins très explicites sur ce qu'elle a vu, entendu, vécu ?» Le gouverneur se figea. Une seconde à peine. Mais dans son regard, une fissure apparut. Il détourna les yeux, se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers Claire. « Vous bluffez. Êtes-vous prêt à le découvrir ?» demanda-t-elle, la voix soudain plus ferme. Elle fit un signe discret vers la porte. Le technicien sortit. Moins d'1 minute plus tard, Sandrine entra, tenant Élodie par la main. La fillette portait une robe simple, ses cheveux soigneusement attachés. Elle semblait calme, mais ses yeux cherchaient instinctivement le visage de l'homme qui lui faisait face. Lorsque le gouverneur vit l'enfant, il recula d'un pas. Sa main se crispa sur le rebord du bureau. Il devint livide. Claire observa la scène sans dire un mot. Le micro de la caméra désormais activé sans que le gouverneur ne le sache. « Élodie, » dit Sandrine doucement, « c'est ton papa. » La fillette s'approcha d'un pas, leva les yeux vers lui, puis tendit lentement les bras, comme pour réclamer un câlin. Mais au moment où elle fit ce geste, Étienne Beaumont recula encore, comme si elle était un fantôme. Il leva la main, non pour la toucher, mais pour se protéger. Le mouvement fut si instinctif, si brutalement défensif, qu'il en disait plus qu'un discours. « Ce n'est pas ma fille », articula-t-il d'une voix dure. « Vous vous trompez. Cet enfant n'est pas celle que vous croyez. » Le silence s'abattit sur la pièce. Élodie, figée, la main toujours tendue, se mit à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses, continues, irréversibles. Elle baissa les bras, puis s'effondra dans les bras de Sandrine, qui la serra contre elle. Claire se leva. « Elle a votre sang, monsieur le gouverneur. Elle a vu ce que vous avez tenté de cacher. Elle a tout noté, ce que vous avez dit, ce que vous avez laissé faire. Elle se souvient de tout. Et maintenant, elle parle. Pas avec des mots, mais avec ses dessins. Et ils sont déjà entre les mains de personnes bien plus puissantes que vous. » Le gouverneur tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit. Son masque était tombé.
Dans ses yeux, plus de maîtrise, juste de la peur. Pas pour lui, mais pour ce que cette révélation allait provoquer. Claire attrapa le sac contenant le carnet, le posa sur le bureau. Voici ce qu'elle a vu. Vous pouvez le nier, mais vous ne pourrez plus l'arrêter. Sandrine prit la main d'Élodie, l'entraîna doucement vers la sortie. Avant de quitter la pièce, elle se retourna une dernière fois. Vous avez peut-être été son père par le sang, mais vous avez renoncé à l'être par vos actes, et aujourd'hui, c'est elle qui vous juge. La porte se referma. Le monde à l'extérieur les attendait. Mais cette fois, elles n'étaient plus seules. Elles portèrent la vérité. Et cette vérité, enfin, avait un visage, celui d'une enfant, qui avait osé survivre. Le jour suivant, la capitale bruissait déjà de rumeurs. Les milieux journalistiques indépendants et certaines rédactions traditionnelles avaient capté le frémissement d'un scandale en gestation. Un gouverneur régional confronté à une prétendue réapparition de sa fille disparue, une enfant muette ayant documenté des événements obscurs par des dessins troublants, une confrontation privée dont personne, officiellement, ne parlait. Mais les réseaux informels, eux, s'agitaient. Des extraits de conversations, des photos floues, des témoignages anonymes filtrés alimentaient une machine à soupçons que personne ne parvenait à arrêter. Le nom d'Étienne Beaumont n'était plus seulement lié à la politique. Il devenait un centre de gravité pour les doutes, les tensions, les allusions à des secrets inavouables. Sandrine, installée dans un logement sécurisé appartenant à un réseau de journalistes et de militants, vivait ses heures avec une conscience aiguë du basculement en cours. Élodie, toujours silencieuse, ne quittait plus son carnet, comme si continuer à dessiner était sa manière de maintenir le contrôle. Claire, elle, travaillait sans relâche avec son équipe. Les documents avaient été authentifiés, les dessins contextualisés, les dates, les lieux, les visages faisaient désormais l'objet d'une enquête croisée. Mais il manquait encore une pièce, un élément sonore, visuel, irréfutable, qui transformerait les soupçons en certitude. Ce moment arriva d'une manière aussi inattendue que fulgurante. En début de soirée, Claire reçut un appel d'une source ancienne, quelqu'un de discret, un ancien collaborateur administratif du bureau du gouverneur. Il demandait une rencontre immédiate, dans un café en périphérie, loin des regards. Elle y alla seule, mais enregistra toute la conversation. 1 heure plus tard, elle revenait, le visage marqué, les mains serrant une petite clé USB comme un talisman. Dans la salle principale du local, elle inséra la clé dans un ordinateur sécurisé. Autour d'elle, Sandrine, quelques journalistes de confiance et un technicien du son. Ils écoutèrent en silence. La voix était claire, la scène enregistrée en qualité moyenne mais suffisante pour l'identification. On y reconnaissait le gouverneur Beaumont dans une réunion privée. Il parlait à voix basse mais distinctement. Elle ne doit pas réapparaître, pas tant que cette histoire avec la mère ne sera pas étouffée. Elle n'est pas enregistrée officiellement, pas de certificat, pas de traces. Elle n'existe pas, c'est notre chance. Il faut que ça reste ainsi. Une autre voix demandait, plus hésitante, « Et si quelqu'un la trouve? Elle est petite, mais elle parle. Elle a vu... » Elle ne dira rien. On la récupère. On la fait passer pour une erreur. On évoque une confusion. Ou on la fait taire. Discrètement. Le silence dans la salle fut absolu. Puis Claire déclara « Voilà, c'est ce qui manquait. » Le lendemain, à 6 heures précises, un article était publié simultanément sur plusieurs plateformes indépendantes, accompagné d'un dossier de presse complet. Extrait du carnet d'Élodie, transcription de l'enregistrement audio, analyse juridique, photos comparatives et témoignages indirects. Le mot était lâché. Dissimulation, manipulation, mise en danger de mineurs. L'affaire Élodie explosait en public. Les réactions furent immédiates. Des figures politiques commencèrent à prendre leur distance avec le gouverneur, appelant à des clarifications. Des voix dans l'opposition demandèrent une enquête parlementaire. Les réseaux sociaux se transformèrent en tribunal. Le visage d'Élodie, flouté mais reconnaissable, circulait dans des milliers de publications, accompagné de messages de soutien, de colère, de stupéfaction. Au sein du gouvernement régional, le chaos s'installa. Des convocations furent émises. Des fonctionnaires furent suspendus. Et surtout, une procédure judiciaire exceptionnelle fut enclenchée pour vérifier les conditions de la disparition de l'enfant, les responsabilités administratives, les liens financiers entre la fondation privée des Beaumont et plusieurs sociétés de sécurité employées par la préfecture. Étienne Beaumont, dans un dernier geste désespéré,
donna une conférence de presse. Il nia tout en bloc. Il parla de montage, de voix modifiées, de manipulation politique. Mais sa posture avait changé. Son visage était tendu, son regard fuyant. La posture d'un homme qui n'avait plus le contrôle. Sandrine, pendant ce temps, était placée sous protection renforcée. Elle avait accepté de témoigner devant les autorités, mais à condition que toutes les mesures soient prises pour préserver la sécurité d'Élodie. La fillette, elle, commençait lentement à sortir de son silence. Elle ne parlait pas encore, mais ses dessins avaient changé. Moins d'ombre, moins de pleurs. Les dernières pages montraient une maison, une femme et une enfant se tenant la main et un soleil discret dans le coin du papier. Une esquisse d'espoir. Claire, en observant ce changement, murmura à Sandrine « Elle sait que c'est fini. Pas tout, bien sûr, mais assez pour qu'elle puisse enfin penser à autre chose, à elle, à l'après. » Sandrine ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la fillette qui dessinait calmement, concentrée, comme si le monde pouvait se reconstruire en traits de crayon. Elle savait que tout n'était pas terminé, que les procès, les menaces, les manœuvres politiques continueraient. Mais une chose était sûre, la vérité avait percé. Non pas grâce à des institutions, mais grâce à une femme ordinaire, une journaliste tenace et une enfant que personne n'avait su faire taire. Dans un monde où tout semblait contrôlé, verrouillé, sécurisé, c'était une main tendue sous la pluie qui avait changé le cours des choses. Une main offerte sans attendre de retour. Et c'était peut-être ce que les puissants ne comprendraient jamais. Les semaines qui suivirent la diffusion de l'enregistrement secret furent marquées par une intensification des événements, comme si la tempête qu'avait déclenché la révélation de la vérité balayait tout sur son passage, sans distinction. Le gouverneur Étienne Beaumont, désormais sous le feu de l'opinion publique, vit sa carrière politique s'effondrer progressivement. Les membres de son entourage le quittèrent un à un, dans un silence lourd de conséquences, tandis que les enquêtes s'enchaînaient, dévoilant des détails insoupçonnés sur la vie personnelle et professionnelle du puissant homme. Le secret que le gouverneur avait longtemps protégé s'était révélé être une vie double, un équilibre fragile entre une image publique immaculée et une réalité privée tissée de silence et d'absence. Élodie n'était pas seulement sa fille, mais la fille d'une liaison extraconjugale tenue cachée pour préserver la réputation politique de Beaumont. Sa mère, une femme discrète issue d'un milieu modeste, avait disparu mystérieusement peu après la naissance de l'enfant, laissant Élodie livrée à elle-même ou à ceux qui avaient intérêt à la faire disparaître des regards. La pression médiatique, judiciaire et populaire fut telle que le gouverneur finit par annoncer sa démission, dans un discours où il tenta une dernière fois de minimiser les faits, mais dont le ton trahissait la fatigue et la défaite. Le siège du pouvoir qu'il occupait depuis des années semblait soudain trop lourd à porter. Il céda la place, laissant derrière lui un sillage d'interrogations, de rancunes et de blessures invisibles. Dans ce contexte bouleversant, Sandrine vit sa vie basculer. Considérée comme une héroïne par certains, accusée d'ingérence par d'autres, elle fut entraînée malgré elle au cœur d'un scandale national. Les menaces, d'abord anonymes, devinrent plus précises. Des photos volées de son domicile circulèrent sur Internet. Des messages violents vinrent ponctuer ses journées. La sécurité autour d'elle fut renforcée, mais le poids de la peur et de l'exclusion sociale se fit sentir. Les voisins se détournèrent, certains amis d'autrefois évitèrent désormais son regard. Pourtant, Sandrine ne regrettait rien. Chaque geste, chaque décision prise dans ces mois de chaos avait été dictée par une force plus grande que la peur. La conviction que protéger Élodie, cette enfant silencieuse et courageuse, était devenue le sens même de sa vie. Élodie, elle, trouva un refuge inattendu auprès de sa grand-mère maternelle, une femme forte et aimante qui avait longtemps souffert de l'absence de sa fille et avait cherché à reconstruire un lien brisé depuis trop longtemps. Sous sa garde, l'enfant commença à s'épanouir doucement. Elle parlait peu, mais ses regards s'illuminaient parfois d'une douceur nouvelle. Le carnet de dessin avait cédé la place à de simples feuilles blanches où elle s'essayait à écrire son prénom, à tracer des mots fragiles, porteurs d'un futur possible. Sandrine, de son côté, reçut une proposition inattendue, travailler pour une organisation non gouvernementale dédiée à la protection de l'enfance, un poste qui lui offrirait enfin une stabilité financière et un rôle concret dans la défense des plus vulnérables. Ce fut un tournant,
une reconnaissance officielle de son combat silencieux. Mais la vie n'était pas redevenue simple. Les blessures restaient invisibles mais profondes. Sandrine et Élodie continuèrent à se voir régulièrement. Un lien indéfectible s'étant tissé entre elles, plus fort que le sang. Dans ces moments partagés, elles trouvaient une forme de paix, un espace à l'abri du regard du monde. Le scandale laissa des traces durables dans le paysage politique régional. Des lois furent votées, des protocoles renforcés, des systèmes de protection revus. Mais au-delà des mesures officielles, la véritable victoire était celle de la parole retrouvée, de la vérité imposée contre tous les silences et les intérêts. Sandrine, assise dans un bureau modeste au cœur de Marseille, regardait par la fenêtre la ville qu'elle connaissait depuis toujours. Elle pensait à Élodie, à ce qu'elles avaient traversé ensemble, à ce que l'avenir leur réservait. Elle savait que rien ne serait jamais comme avant, mais elle savait aussi que, dans ce chaos, elles avaient trouvé quelque chose d'essentiel, la dignité, le courage et l'espoir d'un nouveau départ. Le prix payé avait été lourd, trop lourd pour que l'on oublie. Mais l'histoire d'Élodie et de Sandrine était désormais un phare, une preuve vivante que même dans les ténèbres, une main tendue pouvait tout changer. Les mois s'écoulèrent, doux et longs à la fois, comme une respiration nécessaire après la tempête qui avait bouleversé tant de choses. Marseille, avec ses ruelles anciennes, ses marchés colorés et son ciel souvent changeant, retrouvait une certaine quiétude. Mais pour Sandrine et Élodie, cette paix n'était pas un simple retour à la normale, c'était une renaissance, un nouveau chapitre à écrire, chacune à sa manière, mais toujours ensemble. Élodie avait commencé à s'intégrer dans la maison de sa grand-mère maternelle, un lieu rempli de souvenirs, d'odeurs familières et d'un amour inconditionnel. La vieille femme, dont les rides racontaient une vie de combat silencieux, offrait à la petite un refuge que ni la politique ni les secrets n'avaient pu atteindre. Sous sa tutelle, Élodie progressait lentement. Ses mots, auparavant rares et lourds de douleur, devenaient plus fluides, plus légers. Elle parlait de l'école, des oiseaux dans le jardin, des étoiles la nuit. Chaque phrase était une victoire sur le passé. Sandrine, quant à elle, avait accepté le poste à l'ONG. Son quotidien, rythmé par des rencontres, des dossiers à étudier et des actions concrètes, lui offrait enfin une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Mais plus que tout, c'était la possibilité d'aider d'autres enfants comme Élodie qui donnait un sens profond à sa vie. Dans les bureaux simples mais animés de l'organisation, elle trouvait une famille, un lieu où sa voix comptait. Les deux femmes se voyaient souvent, se confiant leurs peurs, leurs espoirs, leur silence. Leur relation avait dépassé le cadre du sauvetage pour devenir une alliance indéfectible, une amitié née de l'épreuve et de la confiance. Elles partageaient désormais des moments simples, une promenade dans un parc de Marseille, un café dans un bistrot du Vieux-Port, des discussions tardives sur un banc au coucher du soleil. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles tombaient en tourbillons légers, Sandrine accompagna Élodie au parc. L'enfant, devenu plus sûr d'elle, courait entre les arbres, les cheveux au vent, riant aux éclats, libre enfin. Sandrine la regardait, un sourire aux lèvres, consciente que rien ne serait jamais simple, que les cicatrices restaient présentes, invisibles mais palpables. Mais elle sentait aussi que la lumière avait gagné du terrain. Assises sur un banc, elles observaient les passants, les familles, les jeux d'enfants. Élodie prit la main de Sandrine, la serra doucement. « Merci », dit-elle simplement. Ce mot, prononcé avec une sincérité pure, réchauffa le cœur de Sandrine plus que tout. Ce n'était pas un remerciement pour un geste, mais pour une présence, un soutien, un lien indéfectible. Dans ce parc, entre les bruits de la ville et le chant lointain des oiseaux, deux vies entremêlées se construisaient, loin des scandales, des secrets et des peurs. Un avenir fragile, mais prometteur, tissé d'espoir et de résilience. Et tandis que le soleil déclinait, baignant la mer et la ville d'une lumière dorée, Sandrine comprit que ce nouveau départ était la plus belle victoire. Pas celle des puissants ou des institutions, mais celle des humains, simples et forts, qui choisissent de tendre la main, même dans les nuits les plus noires.